La ville était en grande partie incendiée, aucun signe de vie. Des voitures sous un agglomérat de cendres dans la rue, toutes choses recouvertes de cendres et de poussière. Des empreintes fossiles dans la boue séchée. Dans une entrée, un cadavre desséché qui n'était plus que du cuir, grimaçant comme pour insulter le jour. L'homme tira l'enfant contre lui. « Rappelle-toi que les choses que tu mets dans ta tête y sont pour toujours, dit-il. Il faudra peut-être que t'y penses. Il y a des choses qu'on oublie, non ? Oui, on oublie ce qu'on a besoin de se rappeler, et on se souvient de ce qu'il faut oublier. » La Route est une des histoires post-apocalyptiques les plus fatalistes du genre. On a déjà eu l'occasion de traiter d'autres romans qui décrivent les pires dystopies comme Fahrenheit 451 ou Je n'ai pas de bouche et il faut que je crie, mais La Route est certainement le récit avec les pires conditions d'existence et le moins de perspectives d'avenir. Un récit simple mais pourtant tellement efficace qui résonne avec strictement toutes les cultures et toutes les générations. L'histoire d'un parent et de son enfant qui voyagent dans un monde hostile où chaque jour est une lutte contre la faim et où la mort est préférable à la capture. Ce récit a inspiré de nombreux jeux comme I Am Alive dont on a parlé récemment et The Last of Us. Pourtant, contrairement à beaucoup d'univers post-catastrophe, ce n'est pas un monde où la nature reprend le dessus sur les vestiges de l'humanité. Les arbres meurent et ce sont les ruines de la civilisation qui sont ce qu'il y a de plus proche d'une forme de nature. Les lignes haute tension désaxées ressemblent à des arbres brûlés, les routes ressemblent à des fleuves de béton et les carcasses de véhicules ressemblent à des dépouilles d'animaux. Ce monde ne laisse aucune place à l'espoir ou à la reconstruction. Nous assistons réellement à la fin de l'humanité et aujourd'hui nous allons vous partager toute notre fascination pour le récit. On va parler des éléments cachés de La Route parce qu'il y a des petits points de divergence avec le roman qui laissent sous-entendre qu'il se cache une autre histoire derrière La Route. Notamment des indices sur l'existence d'un groupe qui est bien présent dans le bouquin et qui aurait peut-être été inspiré d'après une véritable secte. On va également comparer le film à une autre œuvre qui pourrait vous plaire si vous aimez ce genre de récit. Donc mettez tout ce que vous pouvez dans votre caddie parce qu'aujourd'hui on va parler de La Route. Chaque réveil est douloureux. Vous vous réveillez la gorge sèche et irrité avec vos pieds complètement gelés et vos vêtements crasseux collés à la peau. Le dernier membre de votre famille est toujours là. Il n'a pas été enlevé, il n'a pas disparu au milieu de la nuit comme l'a fait votre bien-aimé. Vous lui donnez une petite gorgée d'eau, enfilez votre sac et rescotchez votre semelle à votre chaussure. Il est temps de prendre la route. Aucune idée de l'heure qu'il est, du jour, ni même de l'année. Ça fait longtemps que vous avez arrêté de faire les comptes. La faim vous tord l'estomac. Si seulement il restait des animaux à chasser, ne serait-ce qu'un écureuil ou un oiseau, des choses que l'enfant n'aura vues que dans les vieux livres que vous lui racontez le soir. Voilà des années qu'il n'y a plus rien, rien qui pousse. La terre est acide et les arbres continuent de tomber les uns après les autres. Par chance, l'un avait quelques pommes pas trop pourries qui ont réussi à tenir après la pluie de cendres. Au moins le monde d'avant ne manquera pas à l'enfant, car il ne l'a pas connu. L'intrigue de La Route est assez rapide à raconter. Un père et son fils parcourent le monde après une catastrophe pour trouver un meilleur climat dans le sud. Ils traversent des forêts entières qui ont été incendiées et des villes qui ont été carbonisées, laissant sur les routes alentours des silhouettes humaines figées dans la cendre. Les personnages ne sont jamais nommés et nous n'avons aucune information sur le lieu, l'époque ou les origines de la catastrophe. Est-elle d'origine naturelle, d'origine humaine ? Aucune réponse ne sera apportée, donc en somme, on n'en sait pas grand-chose. Pour illustrer le roman, on a choisi d'utiliser les images de la bande dessinée réalisée par Manu Larsenet, qui illustre brillamment le récit de Cormac McCarthy. Une bande dessinée absolument géniale qui traduit toute la froideur et la cruauté de cet univers. Après, si la bande dessinée La Route vous paraît trop déprimante, mais que vous aimez quand même les bandes dessinées françaises, sachez qu'il existe un projet complètement fou, fait en collaboration avec nos confrères de YouTube. Witch Memory, c'est une saga de BD d'Heroic Fantasy complètement barrée. Ouais, des grosses barres, ouais. Qui suit l'histoire de Callistra, une sorcière amnésique qui tente de recouvrer la mémoire tandis qu'elle est pourchassée par deux chasseurs de primes. Dans son aventure, elle est rejointe par Marv Elous et Erasme Adibus Wiki. Un pain complet. Un quoi ? Ça se mange, je crois. Fais-moi voir ça. Je suis pas un choupinou, je suis un pain complet. On dirait une peluche par contre, c'est vraiment un pain complet ? Tu vois, épelle-le-moi pour voir. P-I-N-K-O... Bref, tout ce beau monde vit des aventures aussi loufoques qu'épiques, puisqu'au milieu de tout ça se déroule une guerre entre l'Empire humain et le Royaume des Elfes. Sachez qu'il y a actuellement 6 volumes. Oh oui, ça en fait du volume, c'est sûr, oui, c'est très volumineux, oui. Le 7ème est en préparation, mais surtout, c'est plus qu'une BD. C'est aussi des dialogues audio réalisés par les plus grandes voix de notre VF nationale. La VF ne peut être que nationale, puisqu'elle est française. Ouais, c'est vrai. T'as qu'à prendre la suite, tiens. Super. Un petit cadeau. Encore une de tes illusions. Tu sais bien que je déteste perdre.
Et ouais, Witch Memory, c'est une excellente VF à faire rager Reggie. Et non seulement on a le droit à Brigitte Lecordier, Adeline Chetaille, Pascal Chemin ou Damien Boisseau, mais on a aussi des invités de prestige. Comment ça, on? Des invités de prestige comme le JDG, Seb, Bonne Lennon, Benzaï ou encore Chechounet. Attends, mais c'est stylé de fou! Mais oui! Mais t'as pas lu le script? Oh, regarde là-bas! Hé toi, t'es cinglé ou quoi? Je peux pas fermer mes esgourdes, j'ai plus de... Ta gueule! Montre-toi, qu'on en finisse! Allez, amène-toi! Les enregistrements des dialogues des volumes 4 à 6 auront lieu du 12 au 19 novembre prochain et sont vendus avec le nouveau volume, mais il y a encore plus. Ah bon? Il y a aussi un hors-série en vente avec le volume 7 qui raconte les origines de la saga. Arrête, il y en a trop. Rendez-vous dans le lien en description pour précommander le volume 7, l'Odyssée du Chaos. Je savais qu'on aurait dû déposer le brevet sur le chaos, mais bon. Et vous pouvez également rattraper votre retard sur les 6 premiers volumes que vous avez la possibilité de payer en 4 fois sans frais. Suivez bien le lien pour précommander le volume 7 et le hors-série, ainsi que plein d'autres choses. J'espère que vous avez bien rigolé parce que nous, on retourne dans le monde de la dépression. Au niveau de l'ambiance, la plupart des livres de Cormac McCarthy ont le même ton que La Route. Ce sont des récits crus où l'homme est un loup pour l'homme, on est souvent dans des environnements où la loi est faible, ou représentés par des hommes corrompus. Il y a ce pessimisme latent où les héros sont livrés à eux-mêmes et savent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à des inconnus. Puis Cormac McCarthy, c'est un peu le Vince Gilligan de la littérature. Si vous voyez un Mexicain, vous pouvez être sûr que c'est un antagoniste. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un auteur qui aime les récits de survie face aux instincts de prédation des hommes. Le livre a été très rapidement adapté en film par John Hillcoat. Qu'il s'agisse du livre ou du film, l'histoire est assez similaire. En surface, c'est un récit qui se concentre sur la survie à l'état pur, un contexte où chaque jour est une lutte contre la faim, le froid ou la fatigue. La pire nourriture industrielle périmée devient le plus délicieux des repas, et même les bandits à bord de leurs camions qui épuisent les dernières gouttes de carburant de la planète ont dû manger la jambe d'un de leurs camarades pour vivre une journée de plus. Mais cette survie n'a de sens que si on a une raison de survivre. Dans le cas du père, c'est pour permettre à son fils de vivre. Dans le cas du fils, c'est parce qu'il ne veut pas finir seul. Pour ça, ils doivent rester en mouvement et conserver cette inertie pour rester en vie. La route, en elle-même, représente une sorte de résilience. Continuer d'avancer sur la route, c'est continuer d'avancer dans la vie, croire en une destination, peu importe sa nature. La stagnation, c'est la mort. C'est pour ça que le père est si pressé à chaque fois qu'ils doivent quitter un lieu sécurisé. Les sédentaires sont voués à dépérir. Rien ne doit les détourner de leur chemin. En trouvant un autre garçon, l'enfant se lance à sa poursuite mais se fait immédiatement arrêter par son père. C'était l'occasion pour le petit d'avoir un ami, mais il était probable qu'il s'agisse d'un piège. Les concepts comme l'amitié appartiennent à l'ancien monde. Le père fait tout son possible pour préserver l'innocence de son fils. Il ne lui refuse rien en dehors de ce qui peut le mettre en danger et il essaie au mieux de lui enseigner les valeurs du bien et du mal dans un monde où il ne peut dissimuler la cruauté et la détresse des humains. Le cannibalisme et les agressions sont courantes dans ce monde et le pire qui puisse arriver est d'être capturé par un groupe. Surtout si vous êtes une femme. C'est d'ailleurs pour cette raison que la mère a abandonné sa famille. Les gens bien n'ont plus leur place dans ce monde. Le père essaye d'enseigner des valeurs morales à son fils, comme éviter de manger des êtres humains, ne pas tuer, et ne pas se tuer si ce n'est pas nécessaire. Leur pistolet ne doit servir qu'en ultime recours. Dans un récit de survie conventionnel, le père apprendrait naturellement à son enfant comment tirer. Ici, il lui apprend comment se donner la mort au cas où il finirait capturé. Le garçon demande à son père s'ils sont bien les gentils. Le père lui explique qu'il porte le feu, et que c'est ce qui les différencie des autres. À plusieurs reprises, le père fait des écarts et assume la responsabilité d'actes immoraux pour protéger son fils. Et on assiste au crescendo de l'exemplarité du père. Quand ils essayent d'esquiver un groupe de cannibales, l'un d'eux s'empare du garçon et menace de l'égorger. Le père lui tire dans le visage et s'échappe in extremis avec le petit. Le coup est passé tout près de sa tête, et le père essuie son visage qui a été éclaboussé par des morceaux de cervelle du bandit. Une des scènes les plus choquantes du film, c'est lorsque le père et son fils trouvent une maison en campagne. Il y a des traces de gens qui vivent ici, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement des vivres. Le fils remarque une énorme pile de chaussures. Il a immédiatement compris ce qui s'y trouvait et veut partir d'ici. Sauf qu'il meurt de faim et que le père veut découvrir ce qui se cache dans la cave. En descendant, les deux intrus sont frappés par une odeur nauséabonde. En avançant dans l'obscurité, ils découvrent que la cave est remplie de prisonniers nus et mutilés. Leurs bras et leurs jambes ont été coupés, et alors qu'ils supplient le père et son fils de l'aider, les deux préfèrent s'enfuir. Alors qu'ils risquent de se faire capturer par les cannibales, le père s'apprête à tirer la seule balle de son pistolet dans la tête de son fils pour lui éviter le même sort. Les circonstances sont tellement horribles que le père préfère tuer son propre enfant plutôt que de le laisser aux mains de ces monstres. C'est évidemment des décisions qu'il a prises pour se préserver, mais à un moment, la question de savoir s'ils sont bien les gentils prend tout son sens. Il a toujours enseigné à son fils comment rester bon, faire preuve de gratitude,
mais il doit faire des entorses à ses propres règles pour protéger son fils. Plus loin sur la route, il rattrape un voleur qui avait pris leur caddie. Furieux, le père décide de le dépouiller de tous ses vêtements et de le laisser nu au milieu du chemin. Une condamnation pour n'importe quel voyageur. C'est à ce moment-là qu'on réalise le paradoxe de son éducation. Le père a enseigné à son fils comment rester bon, mais lui-même vient de se permettre de faire du mal inutilement à un autre, et son fils a le bon sens de s'en rendre compte et de le lui reprocher. Le père acceptera finalement de rapporter les vêtements au voleur, mais à son retour sur le chemin, celui-ci a disparu et on ne le reverra jamais. Pendant la naissance du garçon, la mère était paniquée à l'idée de comprendre dans quel monde l'enfant allait venir. Elle vivait dans la culpabilité d'avoir accouché de son bébé et suppliait son mari de trouver une solution pour qu'ils puissent tous partir en paix avant que le pire ne leur arrive. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'un groupe de bandits les découvre ou qu'ils finissent enterrés sous des décombres à cause d'un tremblement de terre. Refusant d'assister aux futures souffrances de sa famille, elle a décidé de s'en aller en partant simplement dans l'obscurité, sans jamais revenir. Depuis la mort de sa mère, le garçon dit qu'il pense souvent à elle et qu'il veut la rejoindre. Il demande souvent à son père s'ils vont bientôt mourir. Le père lui dit que non, et que ce n'est pas bien de penser à ces choses-là. Il doit faire comprendre à son fils que mourir n'est pas une chose bien, alors qu'on peut retrouver régulièrement des personnes pendues sur la route. Même le père rêve de sa femme, des beaux moments qu'il revit comme des cauchemars, et dont il se réveille en sueur, comme s'il était appelé par la mort. Heureusement, il reste des petites choses pour s'accrocher. La découverte d'une cascade d'eau de source, d'un bunker rempli de nourriture, ou encore le simple partage d'un chocolat chaud ou d'un soda. C'est une histoire qui réoriente les plaisirs vers les choses essentielles, comme une histoire près du feu, un bon bain, ou un instant dans l'ancienne maison familiale. Des choses auxquelles on ne fait plus attention. Des choses qu'on ne remarque plus. Il continuait, maigres et crasseux comme des drogués au coin d'une rue, encapuchonnés dans leur couverture pour se protéger du froid, la laine fumante peinant dans les noires et soyeuses congères. Il traversait la plaine côtière, où les vents profanes, en les poussant dans les nuages de cendres rugissants, les forçaient à trouver refuge où ils pouvaient. Dans des maisons, ou des granges, ou au pied d'un remblai dans un fossé au bord de la route, avec les couvertures sur leurs têtes, et le ciel de midi noir comme les caves de l'enfer. Il tenait le petit contre lui, transi jusqu'à l'os. « Ne perds pas courage, disait-il. Ça va aller. » En termes d'adaptation, le film est extrêmement fidèle au roman. Seulement, même s'il le reprend presque à l'identique, il y a certains détails ou des événements qui n'ont pas été mis en scène. Certains sont étranges, d'autres laissent comprendre que le monde est plus riche dans le livre, et les derniers sont carrément morbides. On peut par exemple retrouver un homme éborgné avec des vêtements brûlés qui titube sur la route. Le petit veut l'aider parce qu'il a l'air d'être complètement perdu et dans une grande souffrance, mais le père refuse. On comprend qu'il est dans cet état parce qu'il a été foudroyé, et le père ne veut pas sacrifier de temps ou de nourriture pour l'aider. La mère s'inquiétait de l'avenir familial et a choisi d'abandonner sa famille pour se laisser mourir. Mais dans le livre, elle avait l'intention de tuer elle-même toute sa famille. Et elle n'a pas mis ce plan à exécution parce qu'elle n'avait que 2 balles dans son revolver. Ce qui veut dire qu'elle aurait de toute manière dû trouver une autre façon de les rejoindre. Mais du coup, on peut se demander, est-ce qu'on est sûr que la mère est vraiment morte ? De toute manière, elle revient pas du tout dans l'histoire. Ouais, mais il y a une grande règle. S'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de mort. Bah, pas forcément en littérature. Il y a des techniques pour laisser comprendre au lecteur qu'un personnage est mort tout en restant dans le point de vue des protagonistes. Dans le livre Fahrenheit 451, on laisse suggérer que des personnages sont décédés simplement en détaillant la possible circonstance de leur mort. Par exemple, en supposant qu'une voiture les a percutés ou qu'une explosion nucléaire les a emportés. Du coup, de cette manière, même si le protagoniste n'a pas assisté à la mort d'un personnage, l'auteur peut directement s'adresser au spectateur et lui transmettre cette information par la suggestion. Dans La Route, le livre laisse sous-entendre qu'elle s'est probablement ôté la vie avec un morceau d'obsidienne. A noter qu'en Amérique centrale, les Aztèques et les Mayas utilisaient l'obsidienne pour fabriquer des outils tranchants et qu'ils s'en servaient notamment pour le sacrifice humain. Mais comme l'obsidienne est faite à partir de lave acide, elle se retrouve généralement dans des régions volcaniques. Ça peut être une indication géographique sur le lieu où se passe la route, ou alors ça peut vouloir dire que l'apocalypse est possiblement une suite d'éruptions volcaniques. Ce qui expliquerait la pluie de cendres, les séismes et la baisse de température. C'est donc pour ça que la mère a préféré partir. C'était un sacrifice pour permettre à son époux et à son enfant de sauter la vie facilement et les inciter à la rejoindre. La survie du père et de son fils s'est échouée sur une simple quantité de balles de pistolet. Assez tôt dans le livre, nos 2 voyageurs se cachent d'une armée de survivants. Ils sont décrits comme portant des vêtements rouges ou orange sombres, des masques, et sont armés de tuyaux et de pièces de camions qu'ils ont bricolés pour en faire des lances. Ils escortent des chariots tirés par des esclaves et remplis de biens qu'ils ont pillés. Derrière eux se trouvent des femmes dont certaines sont enceintes et d'autres fidèles sont attachés avec des colliers de chiens.
De tout le bouquin, cette armée habillée en rouge est ce qui se rapproche le plus d'un semblant de société. Il semble y avoir une hiérarchie, des classes sociales et peut-être même une religion. Ce détail a l'air tout droit d'être sorti de la célèbre saga de George Miller. Parmi les rencontres qu'ils font sur la route, il y a celle d'Ellie, pas celui joué par Denzel Washington. On voit ce personnage dans le film, mais dans le médium d'origine, Ellie ne fait pas mention de son fils. En fait, il refuse même de mentionner les groupes qu'il a croisés ou qu'il a connus pour ne pas leur attirer de problème. Le livre entretient un lien très superficiel avec la religion. Le père semble croire en Dieu, mais il ne l'évoque que pour des connotations désastreuses. Maudit Dieu, oh mon Dieu, bon Dieu, dépêche-toi. Mais il y a également de très rares occurrences où il l'utilise différemment. Tout ce que je sais, c'est que cet enfant est mon garant. S'il n'est pas la parole de Dieu, alors Dieu n'a jamais parlé. Il semblerait que la foi soit toujours présente par tradition, et que le père se contente de donner les enseignements basiques à son fils. Pas bâclés, mais basiques. Il lui enseigne au mieux les différences entre la cruauté et la bonté, la gratitude, et le partage, comme lorsqu'il trouve le bunker. D'ailleurs, c'est dans ce passage que le père mentionne Dieu pour la première fois de façon positive. L'histoire n'entre pas dans une interprétation précise de la religion, et comme le reste du bouquin, l'histoire se veut intemporelle et accessible. Pour les spectateurs du film, la scène la plus traumatisante est celle de la cave avec les prisonniers amputés qui supplient pour être sauvés. Mais pour les lecteurs, la scène la plus choquante du roman était un autre événement, bien pire. Sur le chemin, nos deux protagonistes croisent un groupe de 4 personnes, et parmi eux se trouve une femme enceinte. Nos survivants préfèrent garder leur distance parce qu'on ne peut jamais vraiment connaître les intentions d'un groupe. Et ils font bien. Plus loin dans l'histoire, ils finissent par retrouver le groupe en train de faire rôtir un animal près du feu. Et en regardant de plus près, on se rend compte que la femme n'est plus enceinte. Mais son enfant n'a pas l'air d'être dans les parages. Puis on comprend que ce n'est pas un animal qu'il s'apprête à manger. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous trouvez cette scène affreuse, dites-vous que John Hillcoat avait tourné cette scène en intégralité et qu'il avait prévu de la mettre dans le film. Finalement, une fois au montage, il s'est rendu compte que cette scène était vraiment très choquante à regarder et que le film n'avait pas besoin de ça au vu du ton grave qu'il avait déjà. Le long métrage a été fait avec un grand respect pour le contenu du livre. Même le scénariste Joe Penhall a estimé qu'il n'était pas nécessaire de modifier les dialogues qui sont très élémentaires. Je vais souffler la lampe, d'accord? Oui, d'accord. Et plus tard, dans l'obscurité, je peux te demander quelque chose? Oui, évidemment. Tu ferais quoi si je mourais? Si tu mourais, je voudrais mourir aussi. Pour pouvoir être avec moi? Oui. Pour pouvoir être avec toi. D'accord. Cette sobriété dans les dialogues, John Hillcoat a également réussi à la retranscrire dans la façon dont le film est filmé et monté. Chaque plan est très pratique et distant, les protagonistes sont des silhouettes sur fond de désastre, on a des plans longs, peu maniérés, mais qui laissent une grande place à l'authenticité du jeu des acteurs. Le montage est également fait de sorte à nous permettre de comprendre toute l'histoire en seulement quelques images. Par exemple, la première minute du film nous montre le monde d'avant, coloré, lumineux, avec la nature encore présente. On voit ensuite l'apocalypse, sombre avec la lumière des flammes qui éclairent nos personnages, puis le présent, au milieu d'une forêt calcinée. En quelques secondes, John Hillcoat nous a raconté tout le contexte. Et La Route est une des rares œuvres que je considère comme une parfaite adaptation. Elle retranscrit à la perfection la mélancolie du bouquin, et c'est un des films avec le plus de constance dans son imagerie apocalyptique et la désolation qu'elle dégage. De plus, le film communique très bien ce désespoir profond que crie le roman grâce à un casting exceptionnel. Charlize Theron est extrêmement convaincante dans le rôle d'une mère déprimée et pessimiste. Son interprétation pendant la scène d'accouchement est foudroyante de réalisme. Sachant qu'elle n'a jamais accouché et qu'elle n'avait pas encore ses enfants à cette époque, l'interprétation et la justesse avec laquelle elle reproduit cette scène est juste pétrifiant. C'est notamment à sa présence qu'on associe les rares belles scènes du film où on voit le monde avant la catastrophe. Des plans dans un style impressionniste qui nous montrent des choses simples et magnifiques, comme des fleurs, le père qui caresse son cheval, ou encore les mains du couple sur un piano. La présence de Charlize Theron apporte toute la dimension de tragédie familiale dans ce film. La complicité entre les deux protagonistes est très crédible. Déjà, Cody Smith-McPhee, qui interprète l'enfant, est très bon, et il a grandement été encouragé par son père pour jouer dans le film. En fait, je pense même que son père, Andy McPhee, était absolument obsédé à l'idée de voir son fils participer dans ce film. Il lui a lu l'intégralité du livre pour qu'il comprenne la totalité de l'histoire. C'est la vidéo de démo qu'ils ont fait ensemble avec la scène du pistolet qu'ils ont envoyé au directeur de casting qui a fait venir McPhee dans la production. Mais en plus, le père joue lui-même le rôle d'un des cannibales sur le camion dans le film. Ça y est, on rentre dans les anecdotes de tournage. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que dans Le Seigneur des Anneaux, Viggo Mortensen s'était cassé le gros orteil? Viggo Mortensen
scène interprète le père de façon parfaitement naturelle. Même si Viggo comptait initialement mettre sa carrière en pause, il a fait une exception pour la route car il était fasciné par le roman. Comme il était déjà père depuis plusieurs années, il savait exactement comment jouer ce genre de relation, et il s'est tellement investi dans le rôle qu'il a arrêté de changer ses vêtements et qu'il a arrêté de prendre des douches pour vraiment se mettre en condition. Apparemment, il puait même tellement qu'il se faisait virer des épiceries dans lesquelles il allait. Visiblement, l'épicier n'était pas fan du Seigneur des Anneaux. Alors qu'avec le merch Exitium, vous pouvez puer, mais avec style. Avec un peu de chance, l'épicière sera aussi une survivante avec un magnifique hoodie Exitium, et elle vous foutra dehors avec le sourire. Rendez-vous en description pour précommander. Certaines scènes ont également été des heureux accidents, comme un monologue complètement improvisé par Robert Duvall, qui a inventé une histoire sur son fils. Ce qui transforme ce parfait inconnu en un reflet du père, ou encore Cody qui était également en train de pleurer de fatigue pendant la scène où il se fait laver la tête dans l'eau froide. Une réaction inattendue qui a donné une scène extrêmement convaincante, et un repos bien mérité pour Cody. La plupart des séquences ont été tournées dans des décors réels. Après l'ouragan Katrina, des quartiers entiers ont été détruits en Louisiane. Du coup, en attendant que la FEMA ne fasse pas son travail, l'équipe de production a pu tourner sur place dans les zones sinistrées. D'ailleurs, la moitié de l'équipe technique était des survivants du désastre dont certains avaient perdu leur maison. Eh bah... une de perdue, 10 de retrouvée, non ? Ce lien très fort entre un père et son fils est également renforcé par la présence de Cormac McCarthy, l'auteur du livre qui est venu sur le tournage avec son propre fils. La route est d'ailleurs sa seule histoire post-apocalyptique. Cet auteur est plus généralement intéressé par le style du western. Même si ces histoires ne se passent pas toutes à l'époque de la conquête de l'Ouest, il reprend les codes les plus froids avec des récits d'hommes opportunistes traqués par des groupes de malfrats dans des pays où la loi n'a aucun pouvoir. C'est le cas par exemple de No Country for Old Men, dont les frères Cohen ont su retranscrire avec génie l'ambiance du roman. D'une certaine manière, ce film est également un récit de survie du point de vue de la proie et de son prédateur, chacun devant trouver des solutions pour échapper à la mort ou aux autorités. Ce ton si particulier qu'a l'auteur et l'ambiance tellement profondément dramatique qu'a le film m'a fait me demander s'il n'existait pas des œuvres similaires. Et si comme nous, vous êtes des véritables survivants des mondes dystopiques, vous avez peut-être établi des connexions que certains acteurs ont avec les œuvres du genre. Charlize Theron dans Mad Max, Robert Duvall dans THX 1138, Garrett Dillahunt dans Fear the Walking Dead, ou encore Guy Pearce qui joue dans un film que vous ne connaissez que si vous êtes omnubilé par le post-apo. Et si vous voyez de quel film on parle, on va en discuter dans un instant, parce qu'après la lecture du bouquin et le visionnage du film, on voulait vraiment trouver une œuvre similaire. Il fallait qu'on retrouve la même sensation qu'avec La Route. Et pour ça, il fallait trouver une autre route. Il faut que tu portes le feu. Je ne sais pas comment faire. Si, tu sais. Il existe pour de vrai, le feu ? Oui, pour de vrai. Où est-il ? Je ne sais pas où il est. Si, tu le sais. Il est au fond de toi, il y a toujours été. Je le vois. Je me suis longtemps demandé quelles sont les œuvres similaires à La Route. Et pour ça, j'avais quelques critères. Déjà, il fallait que ce soit une dystopie, donc on pouvait enlever toutes les autres œuvres de John Hillcoat et Cormac McCarthy. Il fallait que ce soit un récit de voyage, qu'il y ait une relation paternelle entre les protagonistes, et que ce soit un drame. Alors oui, c'est très précis, mais ça se trouve. La preuve, I Am Alive, dont on a déjà parlé précédemment sur Exitium, est inspiré du film. Mais le mastodonte qu'on ne peut ignorer, c'est The Last of Us. Un drame post-apo où un père en deuil va protéger son enfant des dangers du monde, et va même jusqu'à s'opposer aux autres survivants pour favoriser la survie de sa fille adoptive avant toute chose. Le premier jeu reprend beaucoup cette sobriété dans les échanges, surtout lorsque c'est Joel qui prend la parole. Il est également très essentialiste lorsqu'il parle, et porte en lui cette lourdeur liée à la mort de son enfant. Avec Ellie, ils vont faire face au pire chez l'être humain. Que ce soit les voleurs, les bandits ou les cannibales, ce contexte met en exergue ce qu'il y a de plus cruel dans notre instinct de survie, et ces deux protagonistes vont porter en eux la flamme de l'espoir. Même si on a une prémisse qui est très similaire, il y a des choses qui font que The Last of Us n'a pas la même profondeur mélancolique que La Route. Il y a des animaux, une flore très développée, un semblant de civilisation, bref, il y a encore trop d'espoir à mon goût. Si on ajoute à ça le fait que ce soit un récit d'action violent avec des infectés, on entre dans un récit bien plus héroïque et bourru. C'est essentiellement lié au fait que le médium du jeu vidéo oblige une certaine proactivité du joueur, alors que La Route est une expérience plus passive où on observe le lent déclin de nos personnages et même plus généralement de notre espèce. Ici, pas de ville sécurisée, pas d'animaux à manger, pas de beaux décors, pas de famille à retrouver, ni même d'amis à se faire. Le monde court à son inévitable perte, et on ne peut que marcher sur le béton froid de la route en attendant de mourir de faim ou d'une infection pulmonaire. En tout cas, du côté des jeux vidéo, c'est sûr, ça existe. Le côté livre, par contre, j'ai trouvé que Dogstar, qui est effectivement également un récit de voyage dans une dystopie, mais on parle plus d'un récit d'aventure avec un homme et son chien. Donc une relation entre un homme et son chien, ça n'a rien à voir avec une relation paternelle.
à moins d'être un épisode traumatisant de Full Metal Alchemist. Il y a également Les choses qu'on n'a pas vu venir de Steven Amsterdam, mais c'est un récit qui est beaucoup plus solitaire. Ça se passe pendant une guerre de factions et on a un côté plus grandiloquent que dans La Route, donc ce n'est pas vraiment comparable non plus. Par contre, côté cinéma, on a des pistes très intéressantes. Pour commencer, un des bons candidats, c'est Stalker de Andrei Tarkovsky, avec son ambiance fataliste, la mélancolie des personnages dans une quête existentielle, ses palettes de couleurs grisâtres, cette façon de filmer l'humidité, la terre et les ruines de notre civilisation, il coche toutes les cases, sauf celle de la relation paternelle. Il y a effectivement la fille du Stalker, mais elle ne va pas voyager avec le père, on va juste la voir à la fin du récit. Le livre d'Eli aurait pu être intéressant, il est sorti dans la même période et possède également cette esthétique désaturée qui était très à la mode dans les années 2010. Les Fils de l'Homme entrent presque dans tous ces critères. Le récit de voyage est bien là, on est dans une dystopie sans enfants avec un ton dramatique, mais ici, la relation paternelle reste très limitée. Le protagoniste, Théo, doit protéger la dernière femme enceinte de cet univers parce qu'elle représente le dernier espoir de l'espèce. Une quête purement existentielle, mais qui, contrairement à La Route ou The Last of Us, ne se concentre pas autant sur la relation entre le protagoniste et sa protégée. 28 jours plus tard est également un très bon candidat, mais la relation paternelle ne dure pas tout le film, et il n'est pas constamment dramatique. On va faire une mention spéciale au film Threads, parce que vous nous en avez beaucoup parlé en stream. C'est un téléfilm qui prend la forme d'un docu-fiction, où on assiste au désastre d'une guerre nucléaire du point de vue des civils. Il y a plusieurs personnages, dont une fille et ses parents, après une guerre atomique, et le film est tellement affreux qu'il a été un véritable traumatisme pour les Britanniques. Des gens carbonisés, des survivants malades et affamés qui mangent tout ce qu'ils peuvent, aucun animal en vue, tout est en ruine, bref, c'est l'actualité. Il y a même une scène similaire à La Route où la mère est terrorisée à l'idée de donner naissance à son enfant et pense même qu'il est déjà mort dans son ventre à cause des radiations. Donc tout ça est très joyeux, mais ce n'est pas un récit de voyage. Maintenant, pour les films qui rentrent dans cette catégorie, nous en avons 3. Cargo, un film où Martin Freeman interprète un père qui s'est fait mordre pendant une épidémie de zombies, et qui marche vers une autre famille avec son enfant sur le dos. Plutôt cool, un récit de voyage qui fonctionne, le père voit son espérance de vie se réduire, et il rencontre des obstacles intéressants sur le chemin. Juste comme son bébé fonctionne plus comme un MacGuffin que comme un véritable personnage, la crédibilité de cette relation tient surtout à l'interprétation de Freeman. Et c'est un concept qui peut vite perdre son sens si on n'y croit pas. Light of My Life avec Casey Affleck et Elizabeth Moss, un père qui protège la dernière fille dans un monde où la plupart des femmes sont mortes et où il reste surtout des hommes qui les traquent. La relation est plutôt développée, mais je ne vous cache pas que le récit est assez convenu et n'a pas la même force dramatique ou la même sobriété que le film de Hillcoat. Ceci dit, il reste très bien si vous êtes fan du genre. Mais aucun de ces films ne parvient à mélanger tous ces aspects à la fois. Puis je me suis souvenu d'un film qui avait été mollement apprécié et que j'avais pourtant trouvé génial, parce que ça pourrait carrément être un spin-off au premier Mad Max. Et il coche toutes les cases. C'est un récit de voyage, c'est une dystopie post-effondrement, il y a un vieil homme accompagné d'un jeune garçon qui doivent s'entraider dans ce voyage, le ton est selon moi aussi froid et pessimiste que celui de La Route, et jusqu'à la toute fin du film, on a une certitude, le monde sera de pire en pire. Il s'agit de The Rover. Le film se passe en Australie 10 ans après un effondrement. D'entrée, on voit énormément de points communs avec la célèbre saga de George Miller, l'introduction et le contexte sont très similaires au premier film, où on assiste à cette normalisation du banditisme dans un contexte d'effondrement économique. On y retrouve donc l'excellent Guy Pearce avec une dégaine de vagabond. Le rôle d'Eric a d'ailleurs été écrit sur mesure pour lui. On ignore exactement ce qu'il s'est passé, la valeur du dollar australien a complètement chuté au point de laisser place au dollar américain, ce qui prouve que cet effondrement peut être localisé en Australie. Et on a ce héros solitaire et pragmatique qui ne s'intéresse qu'à son véhicule. Ce matérialisme de surface dans le protagoniste cache forcément une douleur plus enfouie, et on voit bien que dans le jeu de Guy Pearce, qu'Eric n'a strictement aucun scrupule à employer la violence pour récupérer sa voiture. Et ce sera l'objet d'une révélation majeure. Les réserves de nourriture sont tenues par des paysans armés qui protègent les dernières rations de nourriture et d'eau, les gens vivent agglutinés dans des maisons, ils sont torse nu et il fait excessivement chaud. Ça m'a personnellement rappelé le début du livre Soleil Vert qui traverse exactement la même crise à New York dans la première partie du livre. Certaines habitations sont des maisons de passe où la gérante prostitue des jeunes garçons, les fleuves sont asséchés, on peut retrouver des gens crucifiés en plein désert et le dernier signe de civilisation sont les militaires qui semblent entretenir un réseau ferroviaire et mener des opérations ciblées, notamment contre la bande de Ray. En termes d'atmosphère, c'est également un film peu bavard qui reprend les codes du western qui avait déjà inspiré McCarthy. Il est extrêmement sobre dans sa narration et sa mise en scène, et c'est un film qui a une texture. On peut presque sentir la puanteur avec la peau luisante des personnages, leurs dents sales et les mouches qui bourdonnent autour d'eux. On démarre en suivant des bandits en cavale dans une voiture. Ils ont visiblement organisé un braquage qui a mal tourné et qui ont fait d'eux des cibles prioritaires pour les soldats. Ray, le frère d'un des braqueurs, a été abandonné et laissé pour mort sur les lieux du casse. Celui-ci va chercher à retrouver son frère. Alors qu'ils se disputent, les braqueurs ont un accident avec leur pick-up, et ils s'emparent de la voiture d'Eric pour continuer leur cavale.
Le vagabond semble extrêmement contrarié d'avoir perdu sa voiture et va tout faire pour la récupérer. Pour ça, il va capturer Ray, le frère d'un des fuyards, et le forcer à les mener jusqu'à eux pour récupérer son véhicule. Ray est interprété par Robert Pattinson qui était en train d'entamer sa déconnexion avec la saga Twilight qui lui collait à la peau. Il cherchait des rôles variés qui sortent du registre de la fanfiction de vampires pour adolescentes, donc il était intéressé par ce rôle de jeune truand un peu paumé qui cherche à jouer les gros durs pour avoir l'approbation de son frère. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Robert Pattinson a un jeu qui est très étrange. Just that lady to get the car loan from there. I was gonna do that anyway, and you would have heard me, man. You would have asked her what I said. Figured out what I said anyway, and I was gonna tell you anyway. Au départ, je me suis demandé si Robert Pattinson n'interprétait pas un personnage avec une forme d'autisme ou de syndrome de William Burren. Mais dans les références qu'il avait pour interpréter ce personnage, le réalisateur David Michôd lui avait conseillé de s'inspirer de Bully, un documentaire où on suit plusieurs enfants qui sont victimes d'harcèlement. Du coup, le personnage de Ray est socialement atypique, et même s'il est plutôt sociable, il est extrêmement influençable face à un personnage comme Eric. On a donc ce rapport déséquilibré entre Pattinson qui joue comme un enfant, et Guy Pearce qui se comporte comme une figure d'autorité particulièrement agressive, que j'interprète personnellement comme une relation père-fils violente. Contrairement à des récits comme La Route ou The Last of Us, la figure paternelle n'est pas ici pour protéger son enfant, mais au contraire pour le dominer et le contraindre à se conformer à sa vision. On va explorer en quoi ce duo est intéressant, mais avant d'aller plus loin, je me dois de vous informer qu'on va bientôt traverser la frontière du spoiler. Donc si l'œuvre vous intéresse, allez le voler au trafiquant d'art le plus proche de chez vous, et sautez directement au prochain chapitre de cette vidéo. Sinon, bon visionnage. Alors qu'il est sur le point d'attraper les fuyards au début du film, Eric fait en sorte à ne pas endommager sa propre voiture volée. Il finit assommé par la bande et contraint de coopérer avec Ray pour retrouver leurs traces. Et forcément, leur relation n'est pas saine, il s'agit d'un ravisseur qui séquestre un bandit. Celui-ci veut également retrouver son frère, mais en discutant avec Eric, il réalise qu'il a été abandonné alors qu'il était blessé. Son frère n'a jamais fait demi-tour pour lui, et dans cette situation, il comprend que c'est parce qu'il ne l'estimait pas. Progressivement, leur relation va évoluer pour devenir plus collaborative. Ils vont s'entraider, se protéger mutuellement contre les bandits et les autres soldats, et passer un certain temps, Ray a l'opportunité d'abandonner Rick alors qu'il est capturé par l'armée. Plutôt que de laisser son ravisseur faire face à la justice, il a à lui seul éliminé tous les soldats qui étaient dans la base pour venir le sauver alors qu'il était libre. Désormais, il veut tuer son propre frère pour l'avoir abandonné. Une fois qu'ils ont retrouvé leurs traces, Eric retrouve son précieux véhicule et honore tout de même la promesse d'aider Ray à tuer son frère. Il faut bien comprendre qu'à ce stade, les deux personnages sont mauvais. La mission de Ray consiste littéralement à aller tuer son propre frère, et à un moment celui-ci a tiré à travers une porte et a tué par erreur une petite fille qui venait lui apporter des draps. Eric, lui, c'est encore pire. Il tue tous ceux qui se mettent en travers de sa route pour récupérer sa vieille voiture, même après une fusillade chez la vétérinaire qui les a aidés, il la soumet au sol alors qu'elle est en panique. Ce ne sont pas juste des personnages à la moralité grise et discutable qui se permettent de commettre des meurtres affreux dans le but de protéger leurs proches. Ils sont mauvais, consciemment ou non. Pourtant, on avait vu que le personnage de Eric semblait plus apaisé lorsqu'il était dans le refuge pour chiens, comme s'il avait un point faible pour la compagnie des animaux les plus loyaux. Plus tard, on apprend que c'était un fermier, ce qui explique sa proximité avec les bêtes, mais on apprend aussi qu'il a assassiné sa propre femme après qu'il l'ait surprise avec son amant. Eric était donc un assassin avant l'effondrement, et il n'a aucun respect pour l'armée ou la police car ils n'ont pas cherché à l'emprisonner pour rendre justice. C'est à ce moment-là qu'il a compris que le monde ne méritait pas d'être sauvé. Puisque maintenant tout le monde pouvait commettre les pires crimes en toute impunité, Eric ne voyait plus de raison de respecter l'être humain. C'est donc intéressant que le film soit en contre-pied total avec les récits post-apocalyptiques qu'on a l'habitude de voir, où les protagonistes cherchent à garder des bonnes relations avec leur famille et de rester sur le droit chemin. Ici on est dans une noirceur profonde. L'humanité est perdue. Lors de la rencontre finale avec le frère de Ray, les deux se disputent, Ray reprochant à son frère de l'avoir abandonné, et celui-ci tentant de lui expliquer qu'il n'avait pas le choix. Dans la dispute, Ray se fait accidentellement tuer par son frère, qui regrette immédiatement son réflexe. Il reproche ensuite à Eric d'avoir retourné son frère contre lui. Surprenamment, Eric semble particulièrement affecté par la mort de son partenaire. Peut-être qu'il restait finalement quelque chose à sauver chez les êtres humains. Mais cette chose est morte avec Ray. Dans la dernière scène du film, on découvre finalement pourquoi notre protagoniste tenait tant à récupérer son véhicule. Dans le coffre se trouvait le corps de son chien qui est décédé. Tout ce que voulait faire le vagabond depuis le départ, c'était faire le deuil de la dernière chose qui avait encore un sens et une valeur à ses yeux. Cependant, on n'en a pas encore tout à fait terminé avec le personnage de Guy Pearce. De retour sur la route, une fois arrivé au sud, près de la côte, le père et son fils constatent que la mer n'est pas telle que son vieux l'avait décrit. Tout est gris et opaque à cause du brouillard. Ils n'ont maintenant plus qu'à reprendre la route, dans une autre direction, et continuer d'user leurs chaussures. Et la santé du père continue à se dégrader. Le petit regardait assis sur la route. L'homme fixait la pince à l'extrémité des fils et les sortait un à un, de fines gouttelettes de sang. Quand il eut terminé,
Il rangea la pince et appliqua la gaze sur la plaie, puis se releva et remonta son pantalon, et tendit la trousse au petit pour qu'il l'arrange. « Ça fait mal, hein ?» dit le petit. « Oui, bien sûr. Tu es très courageux ?»« Juste à moitié. »« Qu'est-ce que t'as jamais fait de plus courageux ?» Il envoya sur la route un crachat sanglant. « Me lever ce matin, dit-il. » Le père est affaibli par sa blessure, lui et son fils s'arrêtent quelque part parce qu'il sait qu'il va mourir. Avant de rendre son dernier souffle, le père lui dit qu'il doit trouver d'autres gentils et qu'il doit continuer de porter le feu. Certains diront que la violence, la cruauté et le cannibalisme font également partie de l'humanité et que c'est ce qui permet au grand nombre de survivre dans cet univers. Mais c'est justement cette discipline et cette limite éthique que le père et le fils refusent de dépasser. C'est ce qui fait d'eux une espèce qui mérite d'être préservée. C'est à ce moment-là qu'on retrouve Guy Pearce, cette fois dans le rôle d'un vétéran. À ce moment-là, on n'a pas la certitude que le vétéran est gentil, mais c'est la meilleure chose qu'on ait et c'est la seule figure qui puisse être rassurante ou protectrice, puisqu'il a également une famille et des enfants. Il les suivait depuis un moment et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas pour les dérober, c'était parce qu'il s'inquiétait pour le petit. On comprend que le garçon de cette famille est celui que l'enfant avait vu plus tôt et qu'ils ont également un chien. Dans le livre, on précise que les animaux de compagnie ont disparu. Ce n'est donc pas qu'un symbole d'espoir, c'est la preuve qu'il est tombé sur des gens qui n'ont pas besoin de manger leurs animaux. Au départ, je pensais que la famille qu'on voyait à la fin était censée représenter l'espoir pour l'enfant. Mais en fait, c'est l'enfant qui représente un espoir pour cette famille. Par sa simple existence, il prouve qu'il y a encore du bon dans l'humanité et qu'il y a encore de bonnes raisons de se battre pour rester en vie. Il reste encore du bon parmi les inconnus. Des personnes comme le garçon qui ont refusé de faire souffrir intentionnellement leur prochain et qui ont préféré être bons avec ceux qui étaient dans le besoin. Parce qu'ils portent le feu. C'est donc un film dramatique qui se finit sur une petite touche d'espoir, et c'est plutôt agréable au vu de la difficulté du parcours. Mais si on s'arrête sur cette scène, c'est parce qu'il y a une énigme encore irrésolue aujourd'hui. En revoyant le film, on s'est rendu compte d'un détail très étrange. Pourquoi manque-t-il des pouces à ce personnage? Et surtout, pourquoi ce n'est pas le premier personnage à qui on a coupé les pouces? Le voleur, le vétéran et sa femme ont tous les trois les mêmes mutilations. Et ça, ni le livre ni le film ne nous permet d'avoir une véritable explication. On a donc creusé pour essayer de comprendre ce que ça pouvait représenter. D'abord, ce qu'on sait, c'est que les gens qui ont des pouces coupés ne sont pas des cannibales. Le voleur aurait pu tuer l'enfant avec son couteau, mais il ne l'a pas fait. Le vétéran à la fin possède un chien, donc il n'a pas besoin de manger d'animaux et par extension, pas d'humains. Les doigts sectionnés sont également mentionnés dans le bouquin pour le personnage du voleur, mais il ne s'agit pas spécialement des pouces. C'est d'ailleurs un détail qu'il essaie de cacher comme s'il en avait honte. Les pouces font partie des doigts les plus indispensables de nos mains et ils ont biologiquement contribué à notre évolution. Ce genre d'amputation pourrait donc être une forme de punition. Et le fait que ce soit arrivé à trois personnages différents dans des régions éloignées laisse penser qu'il y a un mode opératoire. Si c'est une punition, ça voudrait dire qu'il existe des règles à enfreindre quelque part, et donc qu'il existe probablement une forme de société qui ne pratique pas le cannibalisme. Désormais, on va rentrer dans le terrain des suppositions, donc on va exposer nos théories, mais si jamais vous en avez des meilleures, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Si le premier sans pouce qu'on a vu était un voleur, il est fort probable que ce soit une punition destinée aux voleurs. Et le fait que ces voleurs soient livrés à eux-mêmes laisse comprendre qu'ils ont été probablement exilés. Les amputations étaient également des punitions qui étaient régulièrement infligées aux voleurs à travers l'histoire. On coupait parfois des doigts ou des mains pour qu'on identifie plus facilement les voleurs en temps de crise. Une théorie sur le net dit que c'est pour empêcher les gens de se tirer dans la tête, car ce serait plus dur de tenir une arme sans pouce. Mais si on part de principe que les sans pouces appartenaient à un groupe qui a fini par les punir et les exiler, je ne vois qu'un seul groupe dans le bouquin qui aurait pu faire ça. On va donc revenir sur un détail qu'on avait mentionné plus tôt, l'armée de survivants avec des vêtements rouges et orange foncé. Voilà comment ils sont décrits dans le bouquin. Les marcheurs apparaissent 4 de front, vêtus de vêtements de toutes sortes, tous portant des foulards rouges au cou, rouge ou orange, aussi proche du rouge qu'ils ont pu trouver. Ils se vautraient par terre, allongés par-dessus son avant-bras, observant. Une armée en tennis, marchant à grands pas, portant des tuyaux d'1 mètre de long entourés de cuir, des dragons aux poignets, certains tuyaux étaient enfilés dans des chaînes fixées à leurs extrémités par toutes sortes de matraques. Ils défilaient en cliquetant, marchant d'une démarche chaloupée comme des jouets mécaniques. Barbus, leur haleine fumante à travers leurs masques. « Chut !» dit-il, « chut !» La phalange qui suivait portait des lances, ou des lances ornées de rubans. Les longues lames forgées à partir de ressorts de camions dans une forge rudimentaire de l'arrière-pays. Le garçon gisait, le visage dans les bras, terrifié. Ils passèrent à 60 mètres, le sol tremblant légèrement. Derrière eux venaient des chariots, tirés par des esclaves attachés et chargés de biens de guerre, puis les femmes, peut-être une douzaine, certaines enceintes, et enfin un groupe supplémentaire de catamites, mal vêtus contre le froid, équipés de colliers de chiens et attelés les uns aux autres.
Pour info, un catamite c'est un jeune garçon qu'on donne à un homme important plus âgé pour entretenir une relation pédérastique avec lui. Et cette faction, c'est le seul groupe qui semble avoir des règles, des esclaves et une situation qui soit suffisamment stable pour ne pas avoir recours au cannibalisme. Je pense donc que l'armée en rouge est la fameuse communauté d'où viennent les sans-pousses qui ont été exilés. Et cette armée vêtue de rouge et de orange foncé, ça me rappelle énormément l'histoire d'une secte qui s'était implantée dans l'ouest des États-Unis dans les années 80. Les Rajneesh, ou le peuple orange, avaient l'obligation de porter des vêtements de cette couleur pour se conformer aux règles de leur gourou indien, Osho. Et celui-ci était déifié par ses fidèles. Bien sûr, pour élever leur niveau de spiritualité, les membres du culte devaient se délester de leurs biens financiers pour les donner à la communauté. Donc à Osho. Donc pendant que ces fidèles vivaient comme des babos là à planter leur maïs à côté de leurs préfabriqués et à aller se hurler dessus à poil pendant les messes, et bah Osho lui il se baladait avec une de ses 90 Rolls-Royce dans les plus beaux hôtels de luxe, il s'affichait avec sa Rolex. Ah oui, le mec a clairement pas fait vœu de pauvreté hein. Because democracy basically means government by the people, of the people, for the people. But the people are retarded. Alors je sais que ce sont des rapprochements qui peuvent être étranges, mais le roman fait également mention de femmes enceintes et de catamites. Et les cultes de Rajneesh étaient, disons, très controversés à cause de ces pratiques sexuelles très libérées. Mais on parle pas juste d'orgie dans l'herbe façon hippie New Age ou je sais pas quoi, hein. Il y avait des enfants de 13 ans qui étaient impliqués dedans. Donc au bout d'un moment, les Rajneesh y sont entrés en conflit avec les habitants de l'Oregon, et une cellule du peuple orange s'est arrangée pour aller faire un empoisonnement à la salmonelle contre les habitants de Dallas pour les empêcher de voter contre leur expulsion. Et le gourou Osho avait également prédit un scénario de fin du monde dans une holocauste nucléaire. Les Rajneesh ont donc pris ces mots pour parole d'évangile et ont commencé à creuser des tunnels pour aller se protéger. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment de la diffusion de cette transmission, le culte de Rajneesh existe toujours et c'est devenu une multinationale qui continue d'engendrer des millions et qui continue d'accueillir des nouveaux fidèles chaque jour. Et si le sujet vous intéresse, sachez qu'il y a un excellent documentaire sur cette secte qui a été fait et qui s'appelle Wild Wild Country. Apparemment, la plupart des Rajneesh américains étaient sincèrement heureux dans le ranch, mais il est assez difficile de discerner qu'est-ce qui faisait partie de la propagande et qu'est-ce qui sont les véritables opinions de ces gens. Si ça vous intéresse, il y a un des anciens membres du culte qui a ouvert un thread sur Reddit où il répond à des questions et ça nous permet d'avoir un point de vue un peu plus nuancé sur ce qui se passait véritablement dans cette secte. Donc admettons un instant qu'il y avait bien un culte vêtu de rouge et d'orange qui ait survécu à l'apocalypse. Serait-il possible que le personnage du voleur et du vétéran ait fait partie d'un tel culte dont ils auraient fini par refuser certaines pratiques? Parce que ça pourrait expliquer pourquoi ils ont été exilés avec des pouces tranchés. Juste deux âmes perdues qui cherchent à retrouver leur voie dans un monde où ils ne sont rien. Dans la route, personne n'est un héros au grand destin. Personne n'est spécial. Il n'y a que l'enfant qui a une valeur exceptionnelle dans les yeux de son père. On suit des personnages qui sont des survivants comme on en serait tous en période de crise. C'est également ce qui rend le récit si identifiable. Le film et le livre ont un langage universel compréhensible par tous les parents et tous les enfants. Tout comme The Last of Us, c'est une histoire d'amour profonde entre un parent et son enfant qui montre ce qui reste de bon dans l'humanité dans toute sa simplicité. Cormac McCarthy a un peu la même relation avec son fils. Il explique même qu'il est presque co-auteur du livre, puisque cette histoire n'aurait pas existé sans leur relation. Une pure histoire d'amour entre un père et son fils. Sur la route. Merci d'être resté jusqu'au bout, chers survivants. Sachez que notre campagne de merch est toujours active, donc si vous voulez avoir une vraie dégaine des terres grises, c'est le moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fin de transmission. La ferme. Allez, rentre là-dedans. Monsieur Chroniqueur, certifiez-vous l'exactitude de ces informations? Cela fera office de signature. Monsieur Chroniqueur, vous avez récemment été accusé de trafic d'art, trafic d'armes, tentative d'intrusion dans plusieurs zones protégées, tentative de vol, conspiration, séquestration, coups et blessures, usurpation d'identité et tentative d'assassinat.
Ajoutons à ça les accusations antérieures de la frontière nord. Vous êtes également accusé d'intrusion, de vol, d'escroquerie, de détention et d'usage inapproprié de matériel explosif. Et surtout, de la destruction d'une des dernières tours radio. Ouais, par contre, quand c'est les régulateurs qui crament des bâtiments publics, vous leur faites un procès aussi ou... Objection rejetée. Selon l'article LV426 et en tant que non-citoyen, la frontière sud est en droit de vous sanctionner pour tout crime commis sur le territoire applicable. Vous êtes donc condamné à 40 ans de service dans les camps de travail de la frontière sud, étant donné votre état de santé et votre contribution dans l'arrestation d'un criminel recherché. La colonelle a plaidé en votre faveur pour exceptionnellement recevoir un remède afin d'assurer l'application de votre peine. Les remèdes étant bien sûr réservés exclusivement aux citoyens de la ville, votre consentement est nécessaire pour l'administration de ce soin. Acceptez-vous de servir la frontière sud et de recevoir le traitement? Répondez oui pour certifier votre consentement. Si ça ne tenait qu'à moi, vous seriez déjà en train de pourrir dans une cellule irradiée hors de la ville. Ce sont vos amis qui m'ont demandé de faire des pieds et des mains pour vous obtenir ce remède. Ah, c'est vrai ça. Vous vouliez me sauver. En me livrant auprès des régulateurs. T'étais complètement en train de dérailler. On a fait ce qu'il fallait. Pour te sauver, toi et les autres malades. Ouais, bien joué. Désormais, l'hôpital est fermé et je vais me retrouver en prison pour le reste de mes jours. Magnifique sauvetage! T'es allé sauver qui, toi, là? En envoyant des gens devant des mitrailleuses? Tu trouves ça mieux? Mieux que de jouer les petits soldats. Y'en a marre de tes crises d'ado à la con. Calme, je vous prie. Grandis un peu. Toi, grandis. Silence! Écoutez, je comprends que pour vous, ce soit une difficile décision à prendre. Mais vous êtes bien trop dangereux pour rester en liberté. Et votre travail pour la ville contribuera à recréer une civilisation, un monde meilleur. Vous pourrez me devenir un citoyen modèle d'ici quelques années. Donc, consentez-vous à servir la frontière sud en échange d'un remède? Si les régulateurs voulaient vraiment d'un monde meilleur, on n'en serait pas là aujourd'hui. J'ai vu aucune de vos patrouilles au nord de la région pour aider les voyageurs face aux bandits de grand chemin, ou alors venir en aide aux survivants de la tempête de l'Agro-Centre. J'ai vu aucun régulateur pour nous protéger contre les esclavagistes de Crésus ou les cannibales de Métro Est. Vous êtes juste déployés là où la frontière sud a besoin de vous pour récupérer les ressources que vous voulez pour votre confort. Votre ville, elle, pour le peu que les gens ont à l'extérieur, nourriture, main-d'œuvre, carburant et même les œuvres d'art. Je préfère 1000 fois affronter les dangers de l'extérieur plutôt que de servir les besoins de votre ville. Je préfère crever plutôt que de passer ma vie à servir ce qui a causé notre perte. Un simple nom aurait suffi. Vous serez donc condamné à réclusion criminelle dans un établissement à l'extérieur de la ville pour le restant de vos jours. C'est-à-dire pas longtemps. Après votre décès, votre dépouille sera recyclée en vue de produire engrais et lessive. La frontière sud salue votre contribution. Vous aurez droit à une dernière visite. Vous pouvez emmener le détenu. On ne peut pas forcer un détenu à prendre le remède. Ils sont bien trop précieux pour ça. Je comprends. Non. Notre marché stipulait un remède. Notre marché stipulait un remède pour le chroniqueur. Il n'en a pas voulu. Ce sont des ressources dont on ne peut pas se passer. Le remède sera pour un potentiel citoyen, personne d'autre. Vous êtes infecté. Ouais. Quoi? La ville cherche des gens utiles. Je peux toujours vous mettre sur la liste des candidats, mais j'aime autant vous prévenir, Macléod, l'attente sera longue. La ville recherche des gens capables et loyaux. Des gens qui ont pour objectif le bien commun et la construction d'une civilisation. Colonel, nous n'avons pas retrouvé la biologiste. Voulez-vous que j'envoie les pisteurs à sa recherche? Oui. Mais ne la brusquez pas. Elle doit revenir d'elle-même. Bien, colonel. Vous avez mérité une deuxième chance, reporter. Ne la gaspillez pas. Mac, pourquoi tu m'as rien dit? Parce que je fais toujours tout de travers. Je voulais pas être un boulet, on a déjà chroniqueur à aller les sauver. T'es pas un boulet, Mac. Bon, tu manques d'adresse. Et t'as toujours cherché à nous aider. Si t'avais besoin d'un remède, t'aurais dû nous le dire. Oui, mais je refuse d'être traité comme un pestiféré ou un handicapé. Je vois déjà que tu as cessé de me regarder comme d'habitude. Excuse-moi. Écoute.
connais un abri, près des anciennes usines. On n'a qu'à se poser là-bas et demain, on va chercher la biologiste. C'est la plus à même de pouvoir nous aider. Et avec un peu de chance, on la trouvera avant les pisteurs. Et le chroniqueur dans tout ça? Ça dépend plus de nous. Il a le droit à une dernière visite. On peut au moins aller lui dire au revoir. Je peux pas. Mais... Non. On en a assez fait. Dis-lui que je suis désolé. On se retrouve à l'abri.